Évidemment, dans l'actualité entreprise aujourd'hui, on doit vous parler sur Boursorama de ce tandem Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré, qui est donc désormais à la tête. C'est pas encore tout à fait spécialisé. C'est ça quasiment... devrait tomber dans la journée. Oui, il faut dire ce qu'il y a. Je vais un peu vite, on est en direct à 12h30, il y a un conseil d'administration extraordinaire qui se tient. Le gouvernement a un peu vendu la mèche aussi, donc c'est pour ça que je ne m'avance pas trop non plus. Donc voilà, on est 2 mois après l'arrestation de Carlos Ghosn, qui a d'ailleurs donné sa démission cette nuit. Donc voilà, des administrateurs de Renault qui changent donc a priori de PDG. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Grassin, donc journaliste Boursorama. C'est vrai, il y avait un consensus autour de cette nomination. C'est vraiment l'homme de la situation, le voilà, Jean-Dominique Senard, qui à l'époque était venu nous voir sur Ecorama quand il était encore patron de Michelin. Oui, bah, effectivement, très apprécié. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, par le pouvoir politique. Hein, Jean-Dominique Senard, il était... C'est l'Antigone, je vous coupe, mais c'est l'Antigone. Alors, c'est ce qu'on dit. Voilà, ce qui est sûr, c'est on peut quand même leur reconnaître des points communs. Le premier étant que tous sont passés par Michelin, que ce soit Thierry Bolloré, Thierry Bolloré aussi, ou Carlos Ghosn. Donc ça, c'est effectivement, ils ont ça en commun. Ce qu'on peut aussi leur reconnaître en commun, quand même, c'est une capacité à piloter de grands groupes internationaux. Jean-Dominique Senard, depuis qu'il avait repris à la tête de Michelin, il a quand même réussi à internationaliser le groupe. Il a ouvert des usines dans les pays émergents. Il a numérisé un peu aussi le groupe en rachetant des sites de vente de pneus en ligne, que ce soit en France ou au Royaume-Uni. Il a mené de très grosses acquisitions. Souvenez-vous, l'année dernière, on avait quand même le Canadien Camso pour 1,45 milliard de dollars, le Britannique Fenner pour 1,48 milliard d'euros. Il y avait encore une acquisition qui est tombée en début de semaine. Donc il a montré sa capacité à faire grossir le groupe Michelin à travers le monde. On reconnaissait aussi à Michelin ce fameux pricing power, cette capacité à augmenter ses prix même dans une conjoncture difficile. Donc il y a des points communs avec Carlos Ghosn. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est présenté comme un patron plus social, à l'écoute, ce qui ne l'a pas empêché de prendre des décisions. Quand il faut fermer des usines, que ce soit en France, notamment en France, il le fait. Il a fait aussi un discours qui avait été remarqué aux rencontres d'Aix-en-Provence sur le rôle effectivement social de l'entreprise. Voilà. Et il avait été chargé aussi par Muriel Pénicaud de faire un rapport sur justement l'entreprise et son rôle un petit peu d'intérêt général de l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, sa mission principale, donc, Jean-Dominique Senard, c'est quoi? C'est sauver l'Alliance. Ouais, et alors c'est ça, c'est déjà effectivement, il y a déjà effectivement reprendre aussi un petit peu la gouvernance de Renault avant de sauver l'Alliance, parce qu'effectivement, si son nom fait consensus, il se murmure que Thierry Bolloré en interne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient vus un petit peu à la place de Carlos Ghosn, donc il y a un équilibre déjà à retrouver au niveau de la gouvernance de Renault, et après, effectivement, il y a remettre en chantier l'Alliance, qui est quand même un travail assez énorme, déjà parce que les rapports maintenant avec Hiroto Saikawa, qui était pourtant qui faisait partie de la garde rapprochée, on le voit à l'écran, de Carlos Ghosn, mais qui a eu des mots très durs pour Carlos Ghosn, donc rabiboché un petit peu avec Nissan, puisque aujourd'hui le siège de Renault va donc désormais être occupé, mais il faut s'occuper de la gouvernance de Nissan, et il faut aussi s'occuper de la gouvernance de l'Alliance. Alors là, c'est effectivement compliqué. On le voit, la relation industrielle entre les deux groupes, elle est quand même majoritairement à l'avantage de Renault, qui a 43% des actions du capital de Nissan. Alors que dans l'autre sens, c'est 15% sans droit de vote en plus. Et au sein de l'Alliance... Alors que le poids économique de chaque entité... C'est ça qui est terrible, parce qu'en fait, la seule fois où la capitalisation de Renault a été supérieure à la capitalisation de Nissan, c'était en 99, au moment où l'Alliance... Au moment où Nissan était aux abois. Voilà, et aujourd'hui Nissan est 2 fois plus gros que Renault. Donc bien sûr, les Japonais, ça grince des dents. On voudrait rééquilibrer cette alliance, avoir quelque chose de plus, tout simplement une relation peut-être plus d'alter ego avec Renault. Jusqu'à présent, Renault avait fait la sourde oreille, puisqu'ils ont aussi une voix prépondérante dans l'Alliance. Là, ils vont sans doute être obligés d'écouter un petit peu plus ce que leur propose leur allié japonais. Après, les propos officiels de Hiroto Saikawa, c'est de dire qu'il n'est pas du tout pour une remise en cause de l'Alliance, mais pour... il veut... Bon. Il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qu'on pense, comme disent certains. Mais il y a vraiment ce risque qu'elle soit détricotée, cette alliance. Alors, on joue à se faire peur. C'est assez drôle, parce qu'en fait, effectivement, ce serait très compliqué, parce qu'il y a tout un ensemble de synergies qui ont été mises en place. On est en milliards d'euros, quand même. Alors,
Voilà, on va en parler. Oui, c'est ce qui a été vendu en tout cas. Oui, on est en milliards d'euros, donc il y a des synergies qui ont été mises en place. Je crois que c'est la Nissan Micra là qu'on voit fabriquer à l'usine de Flins, je suis pas sûr. Mais donc il y a des voitures Nissan qui sont fabriquées en France. Il y a des bases communes, par exemple le Kadjar de Renault qui partage, je crois, 60% de ses pièces avec le Qashqai de Nissan. Oui. Il y a des synergies au niveau des achats. Et en même temps, cette alliance qui était vendue comme un formidable vecteur de synergie, elle ne remplit pas encore tout à fait ses promesses. En 2013, il y avait 3 milliards effectivement de synergie, mais c'était 8 ans en retard par rapport aux prévisions des accords de 99. On avait 5,7 milliards en 2017, et pour beaucoup de spécialistes, ces synergies, elles devraient, pour commencer à être véritablement au potentiel de ce qu'on avait imaginé, autour de 10 milliards. C'était notamment un des objectifs de Carlos Ghosn en 2022. Ouais, le tiers du chemin a été fait donc en synergie. Voilà, donc ça laisse de la marge en même temps. Ça laisse de la marge. Ouais. Côté bourse, pour le coup, là, comment se comporte Renault aujourd'hui? Parce que ça a été quand même largement attaqué. On parlait d'un PER à la casse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si on se recentre un petit peu sur notre hexagone et sur les deux constructeurs, on va comparer à Peugeot, aujourd'hui, les deux vendent quasiment le même nombre. Ouais, 4 millions, c'est ça? Ouais, 3,89, 3,9 millions de véhicules à l'année. Les mauvaises langues diront que chez Renault, on vend de plus en plus de Dacia et de Lada et de moins en moins de Renault. Donc voilà. Et au niveau des performances opérationnelles, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que on avait interrogé, vous aviez interrogé Carlos Tavares, on a une marge opérationnelle qui est maintenant à 7,8% chez Peugeot. Avec à côté, on voit que la marge opérationnelle de Renault est la tendance un peu astacée. On était à 6,4% au premier semestre de cette année. Et si on revient à la bourse, aujourd'hui les valorisations, Peugeot c'est 19 milliards. Et Renault est un petit peu en dessous à 17 milliards parce que les parcours des titres sur un an sont radicalement opposés. Peugeot a gagné plus 15%, Renault a perdu 35%. Voilà. Alors, Renault-Nissan, c'est 10 milliards de 10 millions de véhicules. Oui, oui, mais les deux groupes ne sont pas consolidés. Hein, attention, là, on parle vraiment de Renault lui-même. Et en tout cas, là où vous avez raison, c'est ce que le marché valorise essentiellement dans Renault, ce sont les synergies, le potentiel de cette alliance avec Nissan. Donc au-delà des perspectives qui sont de l'automobile générale sur cette année, c'est-à-dire avec des vents contraires, parce qu'on a un gros ralentissement aux États-Unis, en Chine. Même en Chine, les nouvelles normes d'homologation, comme un sacré bazar sur la seconde partie de l'année 2018, le WLTP, les milliards qu'il faut mettre. Voilà. Donc il y a tout ça, et en plus, le marché va être attentif, très attentif à ce que va devenir cette alliance, comment les Japonais et les Français vont réussir à se rabibocher, à fonctionner ensemble. Alors là aussi, je pense qu'à très court terme… Moins 40%, pardon, je reprends sur un an, sur Renault. Moins 35, c'est ça, moins 35. Donc la capacité de Jean-Dominique Senard va être justement, au-delà de ces défis qui sont communs à peu près à tous les constructeurs, mener cette réconciliation. À très court terme, je pense que ça va faire du bien, après quand même 2 mois de psychodrame. Et puis après, Renault va devoir convaincre sur beaucoup de sujets. Pour l'instant, c'est un rebond aujourd'hui, 1,5% j'ai vu. Petit rebond. Petit rebond pour Renault. Merci en tout cas. Juste l'objectif moyen des analystes aujourd'hui, c'est on est à combien? On est à peu près à 90 €, objectif de cours médian. Et on avait un objectif de cours hier, Dodo BHF, qui restait à l'achat sur 100 €. Donc, potentiellement, une belle perspective de revalorisation pour ça. Les synergies. Si ça marche. Voilà, faut que ça marche. Voilà, faut que ça accélère. Faut que ça roule. Facile. Merci en tout cas. Merci Laurent. Laurent Grassin, donc journaliste à Boursorama. Merci beaucoup.